Bonjour à tous, et donc merci beaucoup d'être si nombreux. Donc je vais vous parler effectivement de stratégie de contenu pour les sites e-commerce, puisque c'est souvent une problématique assez intéressante en SEO, puisqu'on dit bah voilà, je suis là pour vendre des produits, sauf que de plus en plus Google a besoin qu'on lui prouve son expertise, que les clients ou les prospects ont besoin de faire des actes d'achat renseignés, et donc en gros il faut mettre du contenu, sauf qu'on a peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de fiches produits. On a des pages catégories également en nombre, et qu'en fait, en gros, on se demande un peu où est-ce que je vais mettre ce contenu, comment je fais du contenu qui convertit. Et donc, l'idée de la présentation, ça va être vraiment de vous montrer, en gros, différents exemples sur ce qui se fait de mieux, d'après nous, sur le web en termes de stratégie de contenu e-commerce. Donc, l'idée, pourquoi on en parle, c'est aussi tout simplement que côté e-commerçant, il y a une vraie problématique sur les coûts d'acquisition qui sont toujours en hausse côté SIA ou programmatique. Et donc, il y a un sujet sur comment je deviens un peu maître de mes coûts et ce pourquoi du coup j'investis sur le SEO, sachant qu'en moyenne, les gens vont avoir entre 50 et 60% de trafic SEO sur leur site web, ce qui fait que c'est souvent le premier canal d'acquisition, même si ce n'est pas celui dans lequel on investit le plus naturellement. Donc l'idée de la présentation, on va avoir environ 45 minutes, c'est de se dire en fait de quel contenu qu'on parle. C'est-à-dire que quand on parle de contenu, en fait, est-ce que c'est du contenu web, c'est du contenu texte, vidéo, PDF, etc. On va voir un peu les différents cas en fonction du coup, des différentes typologies de pages qu'on travaille. Ensuite, on va voir l'impact de l'optimisation du contenu sur l'expérience de l'utilisateur et la conversion. Puis le contenu, en fait, une fois qu'on se dit, OK, je vais travailler ce contenu, où est-ce qu'on le place, où est-ce qu'il a sa place dans son site, sur un blog à part, etc., là où en fait, ça va probablement casser la conversion. Et donc ensuite, on va essayer de voir comment mesurer l'impact de ça, parce qu'on s'est rendu compte que souvent le frein sur la stratégie de contenu, c'était le côté, je sais ce que je dépense, je ne sais pas ce que ça m'apporte, versus typiquement des canaux type le SIA, où en fait on a une notion de ROI qui est assez forte, là où côté SEO, on a toujours un peu ce frein de qu'est-ce que ça va donner. Donc sur le côté de quel contenu parle-t-on ? Voilà, je vais essayer de vous montrer des exemples de fiches produits, de pages de listing, en fait, où on voit différents types de contenus, pour dire un peu voilà ce qu'on veut essayer d'éviter. Et pourtant, là, on a pris des exemples de sites qui sont quand même très très réputés et qui sont loin d'être des débutants. Donc typiquement, sur un Cdiscount, sur des Apple AirPods, on va avoir en fait la fiche produit qui nous raconte que les AirPods vont changer à jamais votre façon d'utiliser les écouteurs dès que vous les sortez de leur boîtier de charge, blablabla. Et je me rends compte que sur la Fnac, c'est exactement la même description. Donc en dehors des problèmes de potentiellement de contenu dupliqué, etc., je propose en fait une expérience à mon utilisateur qui est exactement la même d'un site à l'autre. Du coup, il va être forcément tenté de prendre l'argument prix. Et ce n'est pas ça en fait forcément sur lequel vous avez envie de vous positionner. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux investir sur les fiches produits, sachant que notamment, évidemment, vous en avez probablement quelques milliers et que vous ne pouvez pas toutes les travailler. Donc il y a un côté sur, OK, je ne peux pas faire du travail manuel sur toutes mes fiches, par contre peut-être que sur certaines qui sont canons ou qui m'apportent la plupart de mes ventes, il faut que je les travaille. Je vous donne l'exemple, on travaillait avec GoSport l'année dernière, une de leurs plus belles ventes, c'était le maillot de l'équipe de France 2 étoiles. En fait, dans ces cas-là, quand on sait qu'il y a une forte demande sur certains types de produits, il faut y aller, il faut prendre le temps de customiser sa fiche produit. Là, je vous montre par exemple le même produit sur un site américain où ils ont évidemment toujours une longueur d'avance sur nous. Le même produit des Apple AirPods, en fait, il nous parle d'une simplicity and technology, together like never before. The résultat is completely magical. Il y a 28 900 avis, il y a 400 questions-réponses aux vendeurs, il y a du contenu vidéo. Bref, en fait, on est en train de plus du tout parler de la même typologie de fiche produit. Même un autre exemple sur Vanity Planet, où là, en fait, au sein de la fiche produit, on va avoir un guide d'utilisation et même en fait un feed Instagram automatique, mais modérable évidemment. Donc ça, l'idée d'un point de vue aussi SEO, c'est qu'en fait, ça va être pas seulement le fait que les gens vont passer plus de temps sur votre page, donc en fait, potentiellement, ça va augmenter la conversion, ils vont voir plus de pages par session, et ça, on sait qu'avec RankBrain, depuis 2-3 ans, en gros, Google prend en compte tous ces signaux utilisateurs. Si l'utilisateur se balade et qu'il est content sur votre site, en gros, ça vous fait un plus pour le SEO. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on est tombé sur cette fiche produit depuis Google, si la personne arrive à passer du temps sur le site, en gros, on a un plus. Donc l'idée, c'est à tout prix d'avoir des fiches produits sur lesquelles, en gros, les utilisateurs sont contents de se balader. Ensuite, je voulais parler typiquement de pages catégories. Donc là, les pages de catégories, l'idée, ça va être, je reprends l'exemple de Cdiscount et de ManoMano, où en fait, alors, hop. Donc là, sur un site comme Cdiscount, donc j'ai pris un peu le plus gros pour que vous puissiez voir qu'en fait, même si vous avez énormément de pages, même Cdiscount arrive à faire des efforts en fait, sur les pages qu'ils veulent vraiment valoriser. C'est-à-dire que leur problématique, en gros, c'est qu'ils ont un méga menu, ils ont des milliers, et des milliers, voire plutôt en fait des millions en vrai, de références. Et le problème, c'est que du coup, ils ne peuvent pas être experts de tout. C'est-à-dire que par exemple, un site qui ferait que de la literie,
son menu matelas, il serait directement dans le menu et il pourrait se balader dedans. Ici, en fait, matelas, c'est déjà le niveau 3 de profondeur en fait, du site. Et pour autant, en fait, on voit que c'est une page de listing ultra classique, c'est-à-dire que c'est une liste de produits avec un petit texte SEO qui, franchement, casse pas trois pattes à un canard. On le sait un peu tous, c'est le contenu réglementaire, entre guillemets, en dessous du H1 pour que Google soit content. Avec également un petit contenu, en fait, qui n'est pas vraiment fait pour être lu, qui va être tout en bas de la page, achat matelas à prix discount, et le petit texte, en fait, pour valoriser, d'un point de vue Google, le fait qu'on parle un tout petit peu de literie. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, on sait que c'est plus suffisant, surtout quand on a d'autres acteurs, typiquement dans le marché de la literie, qui se lancent, comme des teddy bears dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vont en fait avoir vraiment du contenu inspirationnel, etc. Dans ces cas-là, ce que là en fait fait Cdiscount, c'est qu'ils s'autorisent en fait de faire du cas particulier, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, sur 2000 pages qu'ils ont identifiées sur leur site comme étant les pages les plus importantes, alors si c'est 2000 pour Cdiscount, c'est peut-être 100 ou 50 pour vous. L'idée, c'est de se dire, OK, l'acte d'achat est renseigné, l'utilisateur a besoin d'avoir de l'info et Google privilégie de plus en plus le trust. Il ne veut pas que je sois juste un vendeur, donc il faut que je lui prouve que je sais de quoi je parle. Donc du coup, là, on voit qu'en fait, Cdiscount a fait sa petite page de comment choisir son matelas, donc le fameux guide d'achat, et là, qu'il a été long comme le bras. Donc évidemment, l'idée, c'est qu'on n'aura jamais le temps de faire ça sur toutes les catégories. Par contre, si on fait une bonne recherche de mots-clés, et on va y venir dans 5 minutes, en fait, on va pouvoir savoir ce sur quoi on est prêt à faire de l'investissement ou pas. C'est-à-dire que là, typiquement, sur des pages un peu plus profondes, comme des matelas 160 x 200, on va voir que non seulement il n'y a plus de contenu édito spécifique à ça, il y a juste une petite phrase ici, et c'est pas grave, parce qu'en fait, le référencement, ce n'est que du relatif. On va regarder dans Google ce que les autres ont fait sur ce type de requête, et on va se rendre compte qu'ils n'ont pas non plus pris la peine de rédiger. Par contre, on peut aussi le voir du coup comme une opportunité, à savoir, tiens, si personne n'a rédigé et que moi, peut-être, je fais un effort, je suis différenciant. Là où, si on voit qu'en fait, on a 2800 matelas comme Cdiscount, en gros, il faut bien trouver un élément pour lequel Google pourrait se dire, tiens, ceux-là, ils ont l'air de valoir le coup. Hop. Je voulais aussi vous montrer ManoMano, qui est un super exemple. Alors là, ils ont été doublement malins, parce qu'en gros, sur leur requête, en fait, sur les piscines, ils savent que c'est du contenu marchand. C'est-à-dire qu'ils sont prêts d'ailleurs à payer en SIA quelques euros le clic, comme peut-être vous le faites parfois sur des requêtes vraiment cœur de métier pour vous. Donc en fait, l'idée, si on paye 2 euros le clic, c'est vraiment que la personne, évidemment, ne quitte pas le tunnel de conversion et qu'il soit sexy et qu'on lui favorise l'achat. Donc de plus en plus, les sites comme ManoMano ou Darty, d'ailleurs, favorisent ça, tellement il y a souvent beaucoup de produits. On feature un produit ou 3 ou 4, comme on voyait avec ManoMano, les meilleures ventes ou peut-être les 3 offres du moment, etc. Et ensuite, on a le fameux listing que l'on peut filtrer avec du faceting ultra classique. L'idée ici, c'est de pouvoir se dire, OK, donc la place, n'est pas pour faire un contenu sur comment choisir ma piscine tubulaire là-dedans, parce qu'en fait, en vrai, ici, on veut juste qu'il l'achète. Par contre, on a besoin de montrer qu'en fait, on est expert du domaine. Et typiquement, je parlais au responsable SEO de ManoMano qui me disait, nous, en fait, on sait que notre cycle d'achat est long. C'est-à-dire que l'achat d'une piscine, par exemple, c'est pas comme l'achat d'une perceuse. La personne, en fait, on sait qu'il va se renseigner, il va se renseigner sur son terrain, sur ce qu'il peut acheter, pas acheter, etc. Ils savent qu'en fait, en gros, il va y avoir environ 40 visites sur le site avant de mener à un achat. Donc du coup, ils se permettent d'être généreux. Au lieu de dire non, 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 je te mets pas de contenu parce que je veux pas que tu partes. Au contraire, vas-y, prends tout, balade-toi et je vais te prouver qu'en fait, c'est moi l'expert. Et du coup, en fait, naturellement, peut-être que tu vas pas acheter aujourd'hui ni demain, mais d'ici 1 mois, 2 mois, etc. En termes de stratégie de contenu, je me suis posé en fait non plus comme un vendeur de bricolage, mais comme un expert, la référence dans le bricolage en France et en Europe. Et donc là, on voit qu'en fait, typiquement, on a un guide de comment choisir ma piscine tubulaire qui est absolument incroyable et qui va être rédigé. En fait, j'ai plein de pages secondaires qui vont me permettre en fait de creuser la thématique et d'aller même, en fait, il y a des chapitres dans le sujet et je vais pouvoir en fait avoir du maillage interne ensuite sur tout un tas de pages un peu plus profondes. Donc ça, c'est vraiment hyper important de se dire déjà, Google adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, on a 2 pages qui sont optimisées pour le même mot-clé, ce qui normalement va sur le papier à l'encontre de ce qu'on s'imagine. C'est juste qu'il faut faire confiance à Google sur le fait qu'en fait, il sait, en fonction de la requête, à proposer le contenu qu'il veut. C'est-à-dire que s'il y en a un guide, s'il y a un comment, s'il y a un pourquoi, il sait qu'on veut de l'édito. Et donc, il saura rendre en fait, la page qui est optimisée pour le contenu et pour donner de l'information versus la page en fait, sur laquelle il y a l'intention d'achat. De toute manière, ça, vous pouvez le savoir assez facilement quand vous googlez la requête. Vous regardez s'il y a du SIA, s'il y a du Google Shopping, s'il y a par exemple plutôt du Answerbox ou du People Also Ask, ce qui va vous permettre de savoir tout de suite, ah tiens, là les gens ont rédigé du contenu, ou les gens donnent de l'information, ou alors les gens sont vendeurs. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, est-ce que ça doit être sous la forme ici d'un quasi-site dédié sur la piscine? Ce qui est génial, c'est qu'on va le voir après, c'est dans la notion de thématisation du contenu. Ça permet vraiment de
de dire à Google, j'ai beau avoir 10 millions de pages, sur la piscine, en fait, j'en ai 100 qui se parlent toutes entre elles. Et donc, je suis expert de la piscine, mais d'ailleurs, tu verras, je suis aussi expert de la perceuse. Ensuite, sur les pages produits, là, je voulais vous donner un exemple qui est du coup un petit peu plus facile parce que c'est un catalogue en fait qui est plus réduit. Donc là, c'est Teddy Bear qui vend des matelas, des oreillers ou du linge de lit. Et en fait, eux, du coup, ils ont profité, ils se sont dit, bah, comment je fais pour me positionner face à un Cdiscount, un But ou un Conforama, sachant qu'eux, ils ont 40 000 matelas, moi, j'en ai qu'un seul. Ou pareil pour les oreillers. Donc en fait, eux, ils ont fourni tout l'effort sur une fiche produit qui est très très loin de toutes les fiches produits auxquelles on est habitué sur les sites e-commerce qui sont ultra standards. C'est-à-dire que je vais avoir un contenu hyper riche, une fiche qui est extrêmement soignée, une vidéo de plusieurs minutes au sein de la page produit, la différence, le linge de lit pour du cross-link, etc. Le guide d'achat, des photos de clients depuis les réseaux sociaux. Et là, en fait, l'idée, c'est que si vous voulez... ça va permettre de ranker parce qu'en fait, en gros, ils ont des temps passés par page ici, alors que c'est une fiche produit de plus de 4 minutes sur le produit. Donc il y a vraiment quelque chose sur, en fait, on crée de l'adhésion à la marque, on crée de l'envie. Et d'ailleurs, c'est leur positionnement, c'est de se dire, je veux plus qu'on achète un oreiller, je veux qu'on achète un Teddy Bear. Typiquement, c'est de plus en plus ce qu'on voit en SEO, c'est que les requêtes génériques étant tellement concurrentielles, on essaye de plus en plus de favoriser l'aspect marque. Là, ici, l'idée, c'est un peu comme pour ce qu'on vient de voir sur Cdiscount ou Mano Mano. Ils sont pas fous, ils payent plusieurs euros le clic pour amener sur la page oreiller, donc ils n'ont pas envie de vous emmener en fait sur des contenus tout de suite. Par contre, ils savent que potentiellement vous allez avoir besoin d'infos pour choisir un oreiller, et donc au sein de la fiche produit, on va avoir un lien vers le guide. Et là, le guide va nous amener dans un cocon en fait qui nous parle de comment choisir son oreiller, avec le côté quel garnissage, quelle forme, quel confort, etc., etc. Et en fait, on va se rendre compte que là, alors qu'il y a 2 secondes, j'étais sur un site de vente marchand qui était très orienté du coup vidéo, achat, sexy, etc., sans nuit gratuite. Là, je suis en fait sur un contenu qui m'explique exactement comment est le garnissage d'un oreiller. Je vous montrerai après qu'en fait, sur ce genre de requêtes, qui sont certes un peu longue traîne, c'est quelques centaines de recherches par mois et pas peut-être quelques dizaines de milliers. Par contre, en rank, et donc il y a un peu un double effet qui se coule de, en fait, je rank sur de la longue traîne. La longue traîne, elle est très spécifique et elle convertit mieux. Et aussi, cette page, elle est là pour pousser la page principale. Et c'est hyper important quand on sait que du coup, sur la requête générique, il y a la terre entière qui se positionne. Alors là, je me permets juste un tout petit hack, par exemple, sur les avis clients. Ce qui peut être super, c'est si vous arrivez, en fait, évidemment, je ne vous apprends pas l'importance des avis, c'est d'avoir des avis qui sont contextualisés au produit. Là, typiquement, en fait, pour vos fiches produits, c'est le hack qui va vous permettre d'avoir des fiches produits qui sont customisées avec du contenu riche, alors que vous avez juste fait un import depuis des gros listings de produits de tous vos revendeurs. Donc c'est hyper important, si vous pouvez avoir en fait des gens qui commentent ce qu'on fait sinon Amazon ou les marketplaces de manière générale avec les questions-réponses aux vendeurs. Là, en fait, au lieu de vous galérer à faire 200 mots sur votre fiche produit, vous ne savez pas quoi raconter d'un produit à l'autre parce qu'ils sont tous pareils, en fait, vous allez avoir des clients qui commentent et qui disent ça, c'est génial parce que des questions, et donc on va avoir un contenu hyper riche et qualitatif, alors qu'en fait, on n'a rien dépensé. C'est un peu comme ce que je vous ai montré pour Mano Mano avec les piscines tubulaires. Eux, leur hack, entre guillemets, c'est qu'en fait, c'est une marketplace et donc ils incitent leurs vendeurs, en fait, à faire eux-mêmes le contenu et comme ça, ils valoriseront leurs produits. Et donc, du coup, ils ont du contenu gratuit et hyper qualitatif parce que c'est des experts qui le rédigent. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis allé un tout petit peu vite sur l'exemple Cdiscount. Je voulais aussi faire une distinction du coup sur la qualité du contenu. Typiquement, quand je vous ai parlé du guide d'achat du matelas, là, ça va être un expert en literie ou un rédacteur externe sur lequel on est capable de lui commander 2000 mots et on veut du contenu vraiment qualitatif, donc on va être prêt à mettre 100, 150 euros dans l'article. Alors que sur le matelas 140, 190 par exemple, là, on va avoir plutôt recours peut-être à des développeurs, en fait, à des rédacteurs qui sont un peu moins qualitatifs, en mode un peu plus machine, où on commande des centaines de contenus à l'appel. C'est probablement une technique qui va arrêter de marcher à un moment parce que c'est du contenu qui n'est pas fait pour être lu, comme on l'a vu, qui est en tout bas de page et qui ne sert pas à grand-chose. Mais pour l'instant, ça sert encore en fait, d'avoir ce contenu-là sur ces pages produits ou ces pages catégories. Donc voilà, je recommande de le faire. C'est juste qu'il faut prioriser en fonction en fait, de l'importance de ces pages pour nous. Là, je voulais vous donner un dernier exemple de ce qu'on a fait par exemple avec Leclerc ici sur un site de parapharmacie. En fait, où on dit, là, les exemples que je donne, c'est facile, c'est des pure players, ils sont sur le web, ils passent leur vie à optimiser ça, alors que souvent, en fait, on se rend compte que vous êtes dans un CMS classique, un Magento, un PrestaShop, vous n'avez pas la main pour faire tout ce que vous voulez. Et du coup, en fait, comment je fais pour essayer de faire un peu comme ce que font les meilleurs avec mes contraintes? Là, l'idée, c'est de se dire, en fait, je vais avoir une page produit ici, page catégorie, pardon, sur les draineurs. Et en fait, avec toutes mes catégories de produits classiquement ici, site e-commerce ultra classique. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir, dans ma section blog, je vais reprendre en fait chacune des catégories du site et je vais faire le pendant édito.
Et c'est-à-dire que chacune des catégories du blog en fait, va reprendre le côté visage, hygiène, cheveux, etc. Et pour justement la minceur, on va faire des articles de blog sur la minceur qui viendront, elles, valoriser la page Drainer. Et en fait, là-dessus, c'est le pouvoir du maillage interne. On peut avoir des résultats vraiment sympas, au sens où là, sur Drainer, par exemple, ils étaient au-delà de la 2e page. Ils sont passés en 7e position seulement en faisant un article comme ça, avec des liens bien sentis vers les pages catégories. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas très fort, c'est pas aussi fort peut-être que du netlinking. C'est juste que quand on a des milliers de pages catégories comme ça, en fait, à vrai dire, le fait d'avoir fait ce contenu édito, c'est déjà plus que ce que font les autres. Donc ça suffit. Il faut toujours se rappeler que le SEO, c'est du relatif. Donc en fait, il faut regarder globalement sur la requête visée, qu'est-ce qu'ont fait nos copains. Là, le dernier exemple peut-être d'Evaneos. Alors là, c'est facile. Souvent, les sites dans le voyage, qui est hyper concurrentiel, c'est des références. Pourquoi c'est des références en fait? Parce que globalement ici leur requête principale c'est Voyage Croatie. Et donc là c'est clairement un contenu marchand et en fait on s'y trompe pas, ils sont là pour proposer les voyages. Et là en fait alors qu'en vrai ils ont un catalogue ultra riche, ils ont 230 destinations, donc ils ont un méga menu typiquement qu'on n'adore pas normalement d'un point de vue SEO. Et ben en fait derrière ça ils ont tout un guide de la Croatie. En fait en vrai ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un site sur la Croatie, ils ont un site sur la Bulgarie, ils ont un site sur le Venezuela. Et là, ils ont 50 pages à chaque fois qui traitent toute la thématique de chacun des pays. Donc là, l'idée, c'est pas toujours facile à appliquer pour son site à soi, mais c'est vraiment de se dire, sur telle ou telle catégorie, je vais montrer à l'utilisateur que je suis un pape de ça, et au passage à Google. Et du coup, toutes ces pages sont là en fait pour valoriser la requête principale qui est le voyage Croatie. Et là, on sent qu'on est vraiment dans un cocon, que tout le maillage interne en fait est lié à la Croatie. Et d'ailleurs, il s'y retrouve côté conversion parce qu'on n'est jamais à plus d'un clic en fait d'offres d'annonces concrètes. Voilà. Hop, je voulais peut-être vous montrer un autre site dans le même genre pour des thématiques qui sont très concurrentielles, comme par exemple l'énergie. Là, on va avoir en fait quelqu'un comme un HelloWatt qui veut se positionner sur l'entretien de la chaudière. Et en fait, ils ont exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai la page de transaction où je ne m'y trompe pas. En fait, je suis là pour vous convertir avec des call to action bien sentis. Et j'ai ça en fait pour toutes les thématiques de changer de Engie à EDF, de Enedis, etc., à Total, etc. Et en fait, pour le complément de chacune de ces pages, je vais avoir toute la thématique de la chaudière à condensation, comment changer sa chaudière, leur fonctionnement, etc. Avec en fait du contenu édito, mais du contenu édito qui est positionné là où il doit être, c'est-à-dire pas sur un blog dont tout le monde se fiche. C'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est plus personne ne s'abonne à vos blogs, je pense que je vous apprends rien. Et le contenu sur un blog, à part peut-être pour de l'actualité ou pour des opérations spéciales, le Black Friday, etc., en fait, on s'en fiche. L'idée, c'est que dès que vous pensez à du contenu qui sera du contenu froid, ce contenu, en fait, un peu ce qu'on appelle evergreen, il faut qu'il soit sur votre site, à côté de vos produits, pour venir renforcer, en fait, votre expertise dans le domaine. Et là où on essaie de ne pas s'oublier, c'est que par exemple, vous voyez, ils ont ce call to action un peu sticky sur toutes les pages pour que même si je suis arrivé depuis Google en posant des questions sur la chaudière à condensation, en fait, on me rappelle que je suis quand même là pour potentiellement aller un peu plus loin. Alors là, je voulais juste parler une seconde aussi, puisqu'on parlait stratégie de contenu au sens large, de l'impact en fait du offline, qu'on oublie un peu souvent. Surtout, ça c'est intéressant si vous avez une stratégie de marque qui est intéressante. C'est que par exemple, dans le cas de Teddy Bear, en fait, on s'était rendu compte qu'ils étaient sur Matelas, en fait, ils étaient en 2e ou 3e page quand ils se sont lancés. Et en fait, ils sont passés en première page le jour où ils sont passés sur Capital, sur M6. Donc là, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, en fait, tout d'un coup, se sont mis à googler matelas ours ou matelas teddy bear ou teddy bear, etc. Et Google comprend dans ces cas-là que l'intention utilisateur quand on tape matelas, c'est peut-être de trouver un teddy bear. Donc là, c'est pas du netlinking comme on le connaît, c'est plutôt en fait de l'intention où Google se dit ah mais cette marque a l'air d'être connue ou alors les gens ont l'air de la vouloir. Et donc du coup, en fait, ça renforce le trafic marque et ça renforce en fait le fait que sur les requêtes génériques, on se dit bah tiens, selon mes critères de l'algo, franchement, Teddy Bear, ils sont loin derrière But, Conforama, Ikea, etc. Sauf qu'en vrai, si c'est ce que veulent les gens, je m'adapterai. Et là, en fait, on voit qu'après, quand ils ont continué sur les pubs métro, ça a ranké direct. Et là, je vais vous montrer un exemple ici dans un écran de suivi de positionnement de notre outil. Typiquement, on voit le jump en fait d'une semaine à l'autre. Et après, ils ont maintenu ces positions. C'est-à-dire que du coup, en fait, ils sont passés en première page sur un mot-clé qui est cherché 90 000 fois par mois, en gros, du jour au lendemain. L'idée aussi, par exemple, c'est qu'un autre client qui s'appelle Bergamote, qui fait la livraison de fleurs, notamment à Paris, ils sont premiers sur livraison fleurs Paris. Alors qu'en fait, dans le fond, sur tous les critères SEO, ils sont bien moins bons que des ABC Fleurs, Interflora, etc.
Mais l'idée, c'est qu'il y a une vraie notoriété de marque. Ils sont hyper actifs sur Instagram. Là, par exemple, on voit qu'ils ont 126 000 abonnés versus un Interflora qui en a 20 000. C'est tout bête, j'ai rien contre Interflora. C'est juste que eux, ce qu'ils font, en fait, c'est que quand leurs bouquets sont tellement jolis que quand on le reçoit, on est content. Peut-être qu'on le tweet, peut-être qu'on le pin, on le met sur Pinterest ou on le met sur Insta. Ça génère de la notoriété. Google se rend compte, c'est intangible, c'est pas du vrai backlink, mais c'est voilà, il sent qu'en fait, il y a de l'envie autour de la marque. Et c'est, je pense, puisque je ne vois pas d'autres critères factuellement sur le SEO, ce qui fait qu'en fait, ils vont ranker versus des sites plus traditionnels. Alors maintenant, je voulais vous parler peut-être de l'impact de l'optimisation de contenu. L'idée, c'est peut-être là, c'est de passer par 2-3 choses que vous connaissez probablement déjà, donc je vais essayer de regarder à vos têtes si du coup je vais vite parce que vous le connaissez par cœur. L'idée, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire comme optimisation très facile, rapidement, sur mon site aujourd'hui. Je prends l'exemple de là, aujourd'hui, vous avez un site e-commerce, vous avez 10 000 pages, et tout ce que je viens de vous raconter, c'est bien sympa, mais vous n'allez pas créer 10 000 contenus demain. Potentiellement, c'est de se rappeler, attention, cette page, elle est faite pour quoi? Ici, par exemple, l'idée, c'est que la balise title, on le sait, c'est la balise la plus importante côté SEO. Et donc, en fait, il faut qu'elle donne envie. Il y a quelques critères. Il faut qu'elle soit unique, il faut qu'elle soit pas trop longue. Et c'est de donner envie à l'utilisateur de cliquer et que ça contienne les mots-clés sur lesquels elle est optimisée. Donc là, par exemple, pour Teddy Bear, on voit qu'ils vont optimiser sur acheter oreiller avec l'argument 100% made in France où on sait que c'est en vogue. Dans l'exemple, par exemple, ici d'un privatiseur, ce qui est marrant, c'est qu'ici, en fait, en gros, c'était une page de contenu qui est là pour pousser un article. En fait, eux, ils font de la réservation de bars à Paris. Donc des bars pour anniversaire, pour afterwork, pour EVG, pour tout ce qu'on veut. L'idée, c'est que sur la thématique anniversaire, leurs concurrents principaux, c'était des médias. En fait, c'est où fêter son anniversaire à Paris, les 10 lieux insolites, etc. Et donc, on se rend compte que c'est du Topito, du My Little Paris, etc. Et donc, on dit sur les requêtes transactionnelles comme ça, je vais avoir du mal à me positionner. Les gens veulent de l'édito, il faut leur donner de l'édito. Donc là, l'idée, c'est que potentiellement, on va venir alimenter le contenu transactionnel avec du contenu un peu putaclic, comme comment bien fêter ses 25 ans. Et en fait, on voit que sur ce genre de requête, d'ailleurs, on obtient de la position 0 avec de l'Answer Box, parce qu'en fait, en gros, on répond à la question. Et Google, comme vous le savez, se vend depuis plusieurs années comme il est loin le temps où j'étais un moteur de recherche, je suis un moteur de réponse. Et donc, en fait, posez-moi des questions, je vous dirai du coup qui vous êtes. Donc, l'idée, c'est vraiment de peut-être bien penser à chaque fois à tourner la question, penser de l'édito sous forme de question. Et voilà, sur la métadescription, là c'est un peu pareil. L'idée c'est de donner envie, c'est-à-dire que si vous êtes enfin en première page, voire dans le top 3, soignez les métadescriptions. En fait, on voit tout le temps sur les sites e-com que la métadesk, en fait, elle est soit oubliée, soit en fait elle est hyper standard, elle ne reprend même pas le nom du produit. Donc là, par exemple, on voit que nos copains de Teddy Bear, c'est un duvet naturel de haute qualité, 100% fait en France. Voilà, il est fait pour tous les dormeurs et toutes les positions, et il y a 100 nuits d'essai. Par exemple, sur Sarenza ici, et ils ont fait un peu de la suroptimisation avec un petit cœur qui n'est pas forcément autorisé. Mais en gros, on voit que tout le monde y va de son argument commercial. Là, l'idée pour ça, c'est vraiment de se dire, oui, Google est malin, oui, Google sait faire plein de choses, mais attention, sur les critères de base, il est encore un peu basique. C'est-à-dire que si vous googlez chaussures femmes... Ah, pardon. Petit souci technique. Peut-être on débranche, on remet ou non? Oui. C'est génial, c'est revenu. Ouais. Alors là, du coup, typiquement, c'était juste pour... on a parlé un petit peu du côté... merci. Du côté, en fait, comment est-ce que j'optimise ma page, comment je réfléchis, etc. Une bonne méthode, par exemple, pour le title et la metadesk, au lieu de toujours réinventer la roue, c'est aussi de regarder simplement ce qui rank dans Google et peut-être de s'inspirer du côté SIA, puisque sur le côté SIA, comme vous êtes prêt à payer 3 € le clic, vous avez probablement fait un effort, ou votre agence ou votre consultant, sur le title et la metadesk. Là, on voit, c'est tout bête, c'est les bonnes vieilles règles qui sont toujours les mêmes depuis 15 ans, qui est le côté, je vais commencer ma balise title par le mot-clé en exact match qui est visé. Tout le monde commence par chaussures femmes, et ensuite tout le monde y va de son petit argument commercial. L'un a une livraison en 24 heures, l'autre a jusqu'à 70% de réduction, l'autre a une livraison gratuite. Et après, je vois qu'ici, tous les résultats SEO commencent aussi par chaussures femmes. Et du coup, voilà, là on voit Sarenza qui en parlait du petit cœur, et tout le monde essaie de donner l'argument qui va faire que on a plus envie de cliquer sur l'un que sur l'autre. Donc là, quand on parlait de la suroptimisation, c'est pour ce côté-là, parce que du coup, forcément, ça attire un tout petit peu plus le regard.
L'idée aussi, c'est de se rendre compte en fait que potentiellement, il y a du SIA, il y a du shopping, il y a du local. Donc là, c'est plus une SERP, entre guillemets, comme les SERP d'il y a 10 ans. Donc ça peut être de se rendre compte, est-ce que vous avez pignon sur rue? Est-ce que vous avez un magasin? Est-ce que vous avez des pages optimisées pour ça? Ou est-ce que vous avez des fiches Google My Business pour chacune de vos locations? Ça vaut vachement le coup, puisque là, en fait, Chaussures Femmes, il m'a positionné ici. Il sait que je suis en bas du 15e, et il me propose des choses autour de moi. Hop. Super. C'était pas ça. Toc, toc, toc. Je vais redescendre un peu plus bas. Hop. Ouais, donc j'en étais là. Hop. Et donc après, alors là ici, je veux parler juste de la balise H1. C'est tout bête. Hein. La balise H1, c'est le côté, c'est la deuxième plus importante après la balise titre. Et du coup, c'est celle qui est souvent un peu négligée, notamment parce que sur les sites e-commerce, en fait, c'est tout le temps égal à le nom de la catégorie dans votre back-office. Et vous ne pouvez pas forcément avoir la main dessus. Donc on a souvent des balises H1 qui sont ultra standardisées, ce qui est un peu dommage. Donc le H1, en fait, en gros, vous devez en profiter pour vous dire qu'est-ce que je vais mettre dedans. Là, je vais vous montrer, et je vais loader la page juste après, l'exemple type sur GoSport, en fait, d'une page qui n'est pas travaillée et qui est dommage, et là où les quick wins seront évidents. C'est-à-dire qu'en fait, on a une page en fait, ici sur les clubs, donc les maillots de foot de l'AS Saint-Etienne. C'est une requête qui pèse plusieurs milliers de recherches par mois. Et en fait, le titre de la page, c'est maillot, achat et prix pas cher. Et il se trouve que c'est le même titre d'ailleurs que pour les pages FC Nantes, Lorient, etc. et tous les autres clubs. La description est une description ultra générique et il n'y a pas de H1 au-dessus de la page. Donc en dehors du fait qu'il y a un peu du contenu dupliqué et que ça apporte aucune valeur à l'utilisateur, là, ce qui est hyper dommage, c'est qu'en fait, potentiellement sur ce type de requête, en gros, dès que vous avez un catalogue un peu sympa, un effort minimal en termes de contenu, en fait, hop, excusez-moi, je vais aller sur GoSport. Ça, c'est en fait le cas à chaque fois qu'on commence par un petit audit avec un client, on se rend compte qu'avant d'aller dans des contenus, des stratégies hyper compliquées de netlinking ou de maillage interne poussé, il y a juste un côté en fait, mais pourquoi est-ce que sur ma page FC Nantes ou sur ma page de GoSport, j'ai pas déjà le minimum, à savoir mon petit H1, mon title optimisé, et peut-être aussi le petit bloc de contenu, comme on disait, en dessous du H1 ici qui va bien, et peut-être le bloc de contenu en dessous de la page de listing. Donc ça, c'est vraiment des choses toutes bêtes. Je vous montrais tout à l'heure le site Parapharmacie de Leclerc. En fait, on a réussi à doubler le trafic en 6 mois sur un truc tout con. En fait, c'est que justement, ils avaient que des pages catégories comme ça, où en fait, c'était que des listings de produits. C'est-à-dire qu'on était typiquement dans le cas d'un site e-commerce qui apporte aucune valeur ajoutée à l'utilisateur, qui est juste une collection de produits, comme je peux en retrouver sur tous les sites revendeurs de produits de parapharmacie. En fait, ils ont juste été très disciplinés sur un côté, ce que je vais faire, c'est que je reprends toutes mes catégories et je fais ce que j'appelle les tétières. Je fais le petit contenu qui va bien au-dessus et je travaille du coup potentiellement un tout petit peu mon maillage interne à chaque fois pour travailler 1 ou 2 pages en dessous qui m'intéressent. C'est-à-dire je fais l'effort de me dire pourquoi est-ce que cette page est conçue. Alors que par défaut, en fait, ici, sur cheveux, enfant, là, le H1 de base, c'était en fait enfant, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit shampoing enfant, bien choisir, etc. Là où souvent, en fait, on subit un peu le CMS là-dessus, on ne se pose pas la question de, attends, cette page, elle est conçue pourquoi? Et ça, en fait, l'idée, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le sujet, c'est qu'en fait, c'est pas de votre faute, c'est qu'en fait, globalement, souvent, le site e-commerce, vous avez importé un paquet de produits sur votre catalogue, depuis votre catalogue, et en fait, il est structuré sur votre offre. Il n'est pas structuré sur ce que demandent les gens, mais il est sur voilà mes produits, voilà ma navigation, et je t'ai balancé en goût du coup d'un site du jour au lendemain avec 10 000 produits, sauf qu'il n'a pas d'âme le site. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on reprend le site et on se dit, attends, c'est quoi mes meilleures ventes, sur qu'est-ce que j'ai envie en fait de mettre en valeur plus que d'autres. Toutes les catégories, toutes les pages produits ne se valent pas. Et en fait, en fonction de ça, on va réfléchir à qu'est-ce que les gens recherchent vraiment. Donc là, typiquement, c'est un screenshot d'un petit outil gratuit que je trouve bien sympa, qui s'appelle Answer the Public. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les mots-clés que tapent les gens ne sont pas si standardisés que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'ici, il va nous dire, en fait, c'est un peu un Google Suggest ou un Keyword Planner amélioré sur le côté. En fait, il va nous dire ce que recherchent les gens dans notre langue. Ici, si je tape du coup chaussures femmes, qui était l'exemple des slides, hop, en fait, il va me dire que les vrais gens, certes, ils vont choisir peut-être chaussures femmes plus marque, chaussures femmes pas chères, mais en fait, les requêtes sont souvent beaucoup plus longue traîne. Par exemple, quelles chaussures pour femmes enceintes, quelles chaussures pour femmes rondes, quelles chaussures femmes pour un marathon, quelles chaussures pour grands pieds, etc. Et ça, c'est des choses où, en fait, 9 fois sur 10, quand on fait l'étude de mots-clés, on se rend compte que vous n'avez pas de pages qui correspondent à ça, parce que dans votre site, vous avez catégorisé les pages en fait, pour les chaussures, après, il y a les ballerines, après, il y a les sandales ou les escarpins, après, il y a éventuellement des variantes de couleurs, mais déjà, c'est rare.
Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire vraiment, mais en fait, les gens à qui je m'adresse, c'est des vrais gens, qu'est-ce qu'ils tapent dans Google? Donc c'est se dire, attention, j'arrête de juste balancer mon catalogue et j'organise mon site sous la forme en fait de ce qu'on appelle depuis quelques années, c'est la mode, c'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. C'est de dire, je vais avoir des vraies spécificités, je vais avoir des thématiques que je traite plus que d'autres. Et là, dans le cas par exemple d'un Mano Mano, il y avait peut-être les perceuses d'un côté et la piscine dont on parlait tout à l'heure ici. L'idée de la piscine ici, c'est qu'en fait, du coup, je vais avoir que des pages filles et des pages encore plus longue traîne ici, qui viennent valoriser le côté piscine, 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 et qui ne parlent pas, qui sont complètement hétérogènes du côté, en fait, peut-être de la perceuse. Donc l'idée, ça sera bien sûr, il faut toujours continuer à favoriser le cross-sell, mais c'est juste que peut-être que si j'achète une piscine, peut-être que j'ai besoin aussi d'accessoires sur le jardin. Et il faut faire gaffe en fait au cross-sell, à proposer quand même des produits qui restent dans une thématique qui va rester un peu commune. Donc en un mot, l'idée, c'est vraiment de se dire, je pars de la navigation, ce que vous avez tous fait dans votre site e-commerce, et je me dis, mais en fait, j'ai réfléchi en termes d'arborescence. Et la différence entre navigation et arborescence, elle est hyper importante et souvent assez mal comprise. C'est le côté, en fait, zut, par exemple, ma chaussure femme pour grand pied, où est-ce que je la mets, celle-là? Je ne vais pas avoir un menu là-dessus. Et donc, on va voir après comment, en fait, quand on fait cette stratégie de contenu, on se dit, je vais l'inclure dans ma page et peut-être que je vais arriver à faire une sélection depuis mon module de recherche, en fait, sur ce que tapent les gens dans mon module de recherche, sur, en fait, ça vaut le coup de la créer parce que j'ai des produits qui correspondent à ça. Donc là, par exemple, ce qu'on avait fait ici dans le cas de Teddy Bear, c'était se dire, OK, tous les concurrents, en fait, ils ont 40 000 oreillers. J'en ai un. Comment je fais, du coup, pour avoir la volumétrie, de la profondeur? Parce que moi, je n'ai pas les oreillers par taille, je n'ai pas les oreillers par matière, je n'ai pas toute cette volumétrie-là. Donc du coup, on a réfléchi en termes de qu'est-ce qu'un vrai gens calcule, une vraie personne, regarde quand il se renseigne sur un achat d'oreiller. Il regarde comment choisir, comment l'entretenir ou les accessoires. Et donc comment le choisir, il va y avoir un côté, quelle est la composition, quelle est la matière, quelle est la forme. Et en fait, tout ça, ça nous amène aux pages qu'on a vues tout à l'heure. Et ça permet en fait d'avoir un contenu que globalement, là où vous commencez à vous distinguer vraiment de la concurrence, au sens où c'est assez rare que les gens se soient investis autant sur ce produit, ou en tout cas du coup sur votre niche. Parce que selon votre thématique, vous êtes peut-être en concurrence avec Cdiscount, But et Conforama aussi. Et du coup, l'idée, c'est comment je me distingue par rapport à eux. Sur le listing de produits, vous n'avez aucune chance s'il n'y a pas du traitement spécifique. Donc l'idée ici, c'était de se dire, voilà, par exemple sur oreiller, sur garnissage oreiller, c'est tout bête, c'est un mot-clé là qui est cherché que 100 fois par mois, mais en fait le fait de créer la page, en fait ils ont ranké, là en une semaine, en 2 semaines en fait le temps que Google crawl la page et se disent tiens, est-ce qu'ils sont pertinents? Ils étaient aux alentours de la 80e place, et puis ils sont passés 3e, et là ils sont premiers depuis 1 an. Et donc l'idée c'est qu'en fait personne effectivement n'a fait l'effort d'écrire sur garnissage oreiller parce que c'est chiant, mais du coup l'idée c'est pas grave, si ça vaut le coup en fait il faut le faire. L'autre sujet, c'est le facetting. Le facetting, c'est en fait un gros sujet toujours en e-commerce. C'est le côté, en fait, j'ai mes pages matelas et après, j'ai mes pages produits. Et en fait, la majorité du trafic que vous allez pouvoir capter, c'est le trafic des mots-clés intermédiaires. C'est que les gens ne recherchent pas, tout le monde veut juste être positionné sur le mot-clé short trend le plus concurrentiel qui coûte 4 € le clic. Matelas tout court, ça sera peut-être, mais il ne faut pas le viser, ou en tout cas pas à court terme. Il faut se dire peut-être, en fait, entre le matelas et peut-être le matelas dans l'Opilo Aerotex 23,5 cm, c'est-à-dire la fiche produit elle-même. Clairement, vous ne pouvez pas faire une stratégie SEO basée sur vos fiches produits, c'est trop longue traîne. Mais par contre, quand on voit qu'en fait des requêtes comme matelas 140-190, c'est cherché 20 000 fois par mois, ou matelas plus marque, c'est cherché 2800 fois par mois, ça pose quand même la question de est-ce que ça vaut pas le coup de faire une petite page et un petit contenu sur le fait que Dunlopilo c'est super, qu'ils ont été créés à telle date, qu'ils sont spécialistes de la literie, et de faire une page avec seulement la sélection de matelas Dunlopilo. Donc là ici, c'est pour vous montrer, en fait, je reprends la page de Cdiscount. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est ce côté en fait différence entre le facetting que vous avez ici, qui est nécessairement dynamique parce que les gens veulent en plus surtout en mode navigation mobile, je veux que ça se charge automatiquement, je veux pas que ça soit une nouvelle page, etc. Je veux seulement qu'il fasse cette taille, je veux qu'il soit en mousse, je veux que l'épaisseur soit de 5 cm. Tout ça, c'est normal que ce soit dynamique. Sauf que comme c'est dynamique, Google ne les connaît pas. Par contre, en fait, là, ce que Cdiscount a fait, c'est se dit, je vais laisser mes utilisateurs jouer un peu parce que tout le monde veut jouer. Et de toute manière, j'en ai 40 000, donc il va bien falloir le laisser filtrer. Par contre, je vais faire un sous-filtre. Là, ici, en dehors du côté guide d'achat, je vais faire un peu mon étude de mots-clés spécifiquement sur la literie. Et si je me rends compte que les gens recherchent des matelas par dimension, par technologie, par appoint, ou aussi peut-être parce que pour leurs enfants ou par marque, alors là, je prends la peine de créer une page. Et là, l'idée, c'est que là où c'est cadeau, entre guillemets, c'est qu'en fait, comme les gens n'ont pas du tout tous fait la page matelas 140 x 200, par contre, tout le monde a fait la page matelas, et bien là, on a une opportunité, en fait, juste en optimisant le title, le H1, un petit fil d'Ariane qui va bien. Et là, ils n'ont même pas fait de contenu en dessous. Ils sont top 3 sur ces requêtes.
Donc vous, en fait, sur ces requêtes-là, si vous commencez à dire que matelas 140 x 200, voilà, bah c'est si vous aimez être à l'aise en couple dans votre lit, blablabla, vous faites juste quelques phrases, en fait, ça sera déjà différenciant, les gens n'ont pas fait le contenu dessus. Donc Google, comme on l'a vu tout à l'heure, est hyper un peu, comment dire, toujours un peu à la ramasse sur cette histoire de balise title qui, lui, c'est hyper importante. Donc il va regarder matelas 140 x 200, il va voir qui a fait matelas 140 x 200 dans son title. Là, juste, je vous le prouve, histoire que vous me croyez. Hop. Ici, on voit que même en AdWords, les gens ont bidé là-dessus avec des landings du coup spécifiques et qu'en SEO, du coup, on retrouve nos copains de Cdiscount, on retrouve Direct Matelas, etc. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, si je le dis différemment, c'est que si vous avez une page générique sur Matelas, ça ne marchera pas. Là, par exemple, nos copains de Teddy Bear, ils ont un seul produit, ils se sont privés quand même de tout ce trafic-là parce qu'en fait, ils n'ont qu'un seul produit. Alors, c'est sexy, c'est sympa en proposition de valeur, du coup, c'est très différent d'un Cdiscount. Par contre, en fait, toutes ces pages-là, sont pas accessibles. Donc vraiment, là, l'idée, c'est que faites votre recherche de mots-clés et faites-la un peu bien, mais peut-être pour commencer juste sur une sous-catégorie du site. Et si on réfléchit vraiment à, du coup, qu'est-ce que cherchent les gens, comment choisir le matelas, quelle taille, quelle matière, la différence entre telle et telle matière, etc., ça va permettre, en fait, de faire des choses quelque part qui ne rankent pas. Par exemple, moi, d'un point de vue SEO, ce qui me plaît, c'est que bizarrement, quand je vois du Amazon qui rank, en fait, je suis content. Parce que Amazon, en vrai, évidemment, c'est Amazon et c'est les plus forts et il n'y a pas de débat. Mais eux, je sais que leurs pages sont pourries. En fait, c'est-à-dire que je sais qu'ils n'ont pas fait d'efforts édito là-dessus. Donc moi, ça me donne une info très forte quand je vois un Amazon ou un Cdiscount, c'est que si je me donne la peine, c'est qu'un peu qu'il les a rankés à défaut d'autre chose. Et donc si moi je fais quelque chose d'un peu différenciant, ça va pouvoir se positionner. Et alors que sur la requête générique, on sait que Google va favoriser le fameux domain authority, la notoriété de marque, et que du coup c'est plus difficile là-dessus de se positionner si vous êtes un petit acteur. Donc la devise, entre guillemets, c'est si vous êtes un acteur de niche, il faut que vous soyez les papes de votre niche, et ça passe par du contenu hyper thématisé. Donc là, ici, c'était l'exemple pour dire en fait comment concrètement je me pose la question, parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'on ne peut pas indexer tous les listings de ces pages-là. Par contre, ce qu'on peut faire, si vous êtes un peu avancé techniquement, c'est que si vous avez en fait les logs de sur quoi les gens cliquent, en fait, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que si vous voyez que tous les gens dans vos pages produits cliquent, par exemple, sur moins de 10 € ou moins de 50 €, c'est qu'il faut créer la page qui correspond en fait au résultat du filtre, qui sera les matelas pas chers. Donc en fait, si tout le monde filtre à moins 50 € ou filtre sur vous avez un listing de marque, je vais vous montrer un autre exemple de site e-commerce ultra classique. Hop, donc Montre & Co, c'est un site de vente de montres en ligne qui est vraiment... hop. Ils sont revendeurs de différentes marques. C'est juste un distributeur. Enfin, juste, ils le font très bien. Donc là, par exemple, sur Montre Homme, ils sont deuxième ou troisième, je crois, sur Montre Homme. En fait, ils ont leur faceting à gauche comme tout le monde. Et ils ont regardé, en fait, en fonction des marques, qu'est-ce qui tapait vraiment. Là, par exemple, sur Calvin Klein, ici, si je clique dessus, on se rend compte qu'en fait, là, c'était pas une URL dynamique. C'est une vraie URL. La valise title a été vraiment customisée. Et j'ai un vrai listing de produits avec un petit contenu spécifiquement sur Calvin Klein. Donc là, c'est hyper fort. Par contre, évidemment, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas le temps de choisir de faire ça pour toutes les marques. Donc ce qu'ils ont fait, c'est se rendre compte, en fait, qui tape quoi sur quoi. Donc d'un point de vue, en fait, sur quoi les gens tapent dans le faceting ou dans le moteur de recherche interne. Et là, dès que votre site est un peu gros, ça cache des merveilles, en fait, votre moteur de recherche interne, parce que ça va vous dire concrètement qu'est-ce que les gens cherchent. Donc ici, voilà, alors que par exemple, si je prends Citizen, peut-être que là, c'est juste une page dynamique et je n'ai pas la même customisation que tout à l'heure. Hop, j'y retourne. Là, un autre sujet, évidemment, pour vous aider à construire votre ligne édito, c'est de regarder les mots-clés de vos concurrents. Donc là, ici, c'est un screenshot de notre exemple en fait, dans l'outil, où en fait, on se rend compte que Teddy Bear, sur les matelas, leurs concurrents, c'est But, Conforama, Ikea et tout, puis les nouveaux acteurs comme Eve, Simba et d'autres. Et on se rend compte qu'en fait, sur la thématique oreiller, en fait, leur vrai concurrent, c'est Dodo.fr. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire aussi, je creuse, dès que vous avez un site internet qui est multicatégorie, en vrai, vos concurrents, ce n'est pas des concurrents absolus, c'est des concurrents sur chacune des niches. Et donc, si vous êtes vraiment dans une étape de je veux par exemple valoriser tel type de produit, regardez les acteurs qui sont ultra spécifiques à ça. Et en fait, ici, on va aller voir du coup leur contenu, ce qu'ils ont fait spécifiquement. Parce que là, Dodo, on voit qu'ils sont, ils sont premiers sur comment choisir sa couette, ils sont en première page sur linge de lit. Et donc, on va avoir envie d'aller les cliquer. Donc là, les outils pour analyser les concurrents, il y en a évidemment plusieurs sur le marché. L'idée, c'est de le faire au départ pour en fait regarder qui a l'air d'être bon sur quoi et de googler vos mots-clés pour vous faire vous-même votre ressenti.
Un autre point, c'est sa stratégie de contenu au sens un tout petit peu plus large. C'est le côté, en fait, là je reprends l'exemple de privatiseur dont on parlait tout à l'heure, qui fait de la réservation de bars à Paris. L'idée, c'est qu'ils ont du coup 10 000 pages, parce qu'ils font de la réservation de bars à Paris, mais ils en font à Châtelet, à République, à d'Enfer. Ils en font aussi pour des EVG, des EVJF, pour des anniversaires. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, d'un point de vue SEO, je sais que si je veux ranker sur bar anniversaire 25 ans, il faut que j'ai une page qui, dans mon title, et donc qui, dans tout mon contenu, parle de bar anniversaire pour les 25 ans. Donc en fait, l'idée, c'est que ça, comme on a vu, je vais faire cette page. Et ensuite, comment est-ce que je vais la mailler? Parce que le sujet, c'est que sinon, vous allez avoir tout un tas de pages orphelines qui sont créées un peu comme ça à la volée, en espérant qu'elles rankent toutes seules. L'idée ici, c'est de se dire, en fait, en gros, moi, dans mon secteur, les gens recherchent soit par lieu, donc j'affine la requête Paris par Châtelet, Opéra, Grand Boulevard, soit par type d'occasion, donc là, par EVG, soirée, afterwork, pot de départ, soit des bars, en fait, par type de bar, donc ils recherchent des bars dansants, des karaokés, des bars à vin, des bars à bière, etc. Avec la section après inspiration avec les guides. Donc là, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de changer, en fait, toutes ces pages dont on parle. Ça ne casse pas votre menu. C'est pour ça bien la différence entre la navigation et l'arborescence. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train de casser votre site. On est juste en train de dire, sur chacune des pages en fait, du menu, on va peut-être se permettre de faire tout un tas de maillages vers des pages qui ne sont pas des pages de navigation. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer différentes façons de le faire. Hop. Là, ici, par exemple, chez La Redoute, qui sont évidemment loin d'être des débutants là-dessus. L'idée, c'est que dès qu'on a des sites énormes, comme ces gens-là, évidemment, on n'est plus au niveau de « je vais faire du contenu sur chacune des pages », comme on disait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de faire sa recherche de mots-clés pour se dire quelles sont les thématiques où je suis prêt à faire de l'effort. Et après, une fois qu'on a bien compris les thématiques, c'est de se dire « mes pages, je vais les mailler entre elles ». Donc là, en fait, ça s'appelle juste du maillage interne. Sur Privatiseur, c'était un peu dégueu côté interface graphique. Côté La Redoute, je ne dis pas que c'est magnifique, mais ils ont juste essayé de jouer sur la thématique, craquer aussi pour. Et hop, on a des liens vers des pages un tout petit peu plus profondes qui sont les escarpins nudes, en argent, les escarpins compensés, les escarpins corail. Et sur un catalogue comme celui de La Redoute, évidemment, on ne pouvait pas du tout mettre ces menus si fins dans la navigation. Donc c'est vraiment se dire, en fait, ma navigation, mon site ne s'arrête pas au menu. Mon site, en fait, ici, parce que du coup, comme ils vendent des trucs pour la terre entière, j'ai juste la place pour chaussures. Et dans les chaussures, j'ai la place ici pour escarpins, mais j'ai pas la place pour toutes ces sous-pages. Donc voilà, il faut voir en fait ces nœuds-là, qui sont en fait des choses énormes, comme le début d'un nouveau site. Et dans la thématique escarpin, je vais pouvoir raconter toute ma vie dessus. Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être sur le côté blog ou sur le site, je vais essayer de faire du contenu spécifique. Là, par exemple, je vais reprendre juste Privatiseur une seconde, sur la réservation de bars à Paris. Hop. Est-ce qu'ils vont avoir fait tout un tas de pages, en fait, pardon, je peux cliquer là-dessus, je me suis trompé de site, et je vois qu'il faut que j'accélère. Pardon, je vais me dépêcher. Hop. J'ai encore un quart d'heure? D'accord. En fait, l'idée, c'est que sur chacune des fiches produits aussi, du coup, ils vont avoir mis le côté, là, on parlait des avis customisés tout à l'heure. Ici, ils vont avoir des avis qui sont spécifiques à l'établissement. Donc du coup, eux, 40% de leur trafic va être lié en fait à chacun des bars spécifiquement, un peu comme si vous, 40% de votre trafic venait des fiches produits, parce qu'ils ont des fiches produits du coup qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est pas juste la fiche du bar, c'est un peu comme les TripAdvisor, etc. Ils rankent en fait mieux que les sites en fait qui ont été faits par le bar lui-même, parce qu'ils ont une plus grosse autorité de domaine et parce que quelque part, quand bien même c'est pas leur bar ou leur produit, en fait leur page est 100 fois plus riche que la page en fait de celui qui est propriétaire de ce bar. C'est-à-dire qu'ici ils ont 157 avis spécifiques à la cantine Fabien, donc comme on disait tout à l'heure, ça fait du contenu hyper riche, gratuit, puisqu'il n'est pas que fait par eux. Et ils vous disent que ce bar fait partie de leur sélection, des top bars à Paris 2, à Paris 3, etc. Et du coup, ici, ça permet d'avoir des liens vers des pages un peu profondes qui ne sont pas du tout accessibles dans la navigation, qui sont des pages, en fait, top bar dans le 2e arrondissement. Et là, ce qu'on voit, c'est que typiquement, ils ont fait un petit effort ici, édito, mais en vrai, c'est pas compliqué. D'ailleurs, sans traduire de grands secrets, ici, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient commencé à travailler sur la thématique en fait, des bars par lieu, à la main. Ils ont vu que ça marchait. Et l'été dernier, en fait, ils ont pris 6 stagiaires pendant l'été. Ils ont fait 3000 pages. Ils ont sorti ces 3000 pages, le trafic a doublé. Parce qu'en fait, c'est des requêtes hyper longue traîne sur lesquelles la concurrence était faible. Donc, c'est des requêtes seulement à 50 recherches par mois. Sauf qu'en fait, 50 fois 50, enfin, c'est le principe de la longue traîne, je ne vous l'apprends pas. C'est que quand je cumule, ça commence à être intéressant. Alors que pour se positionner sur Afterwork Paris, c'est l'enfer absolu et ça coûte très cher en contenu et en netlinking. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est juste qu'en fait, on essaie de prioriser en fonction du coup du cocon sémantique qu'on a vu tout à l'heure.
Là, l'idée, c'était juste pour reparler du côté RankBrain de tout à l'heure sur pourquoi ça vaut le coup d'avoir des fiches produits un peu riches. C'est que RankBrain, ce qu'il fait, c'était l'exemple de Teddy Bear, avec ses fiches produits où les gens restent 5 minutes, c'est qu'en gros, Google dit, j'ai mon critère de classement comme avant, avec le score sémantique, le score de contenu, le score de technique, etc., de netlinking. Et en fait, ce que je vois, c'est que si les gens vont sur le premier lien, ils cliquent, ils s'en vont. Ils reviennent sur le deuxième lien, ils cliquent, ils s'en vont. Et par contre, quand ils vont sur le troisième, ils adorent, ils passent du temps, ils voient plusieurs pages, peut-être même qu'ils achètent. Il faut bien se rappeler que Google, en fait, il a tout. Là, 9 fois sur 10, vous êtes dans Chrome. Chrome, c'est lui. Vous êtes sur votre téléphone Android, c'est lui. Enfin, il a tout, en gros. Donc après, il y a des débats éternels sur de quelle data il se sert vraiment. Mais en gros, il a quand même à peu près tout sur vous. Et on sait qu'il customise les résultats de la page en fonction de qui vous êtes. Puisque quand vous êtes dans Chrome, vous êtes connecté à votre compte Gmail. Et peut-être que 80% d'entre vous ont Gmail. Donc l'idée ici, c'est de se rendre compte que potentiellement, si votre page en fait a vraiment un contenu qui est outstanding par rapport aux autres, ça va se sentir en critère on-page et c'est possible que ça remonte quand bien même, par exemple, en netlinking, vous serez moins bon. Et là, du coup, c'était pour l'exemple voilà, de la page, des pages d'oreiller où ils ont un taux de rebond sur une fiche produit qui est seulement de 33%, ce qui est en fait hyper faible sur des pages produits de site e-commerce. Alors du coup, si je vais un peu vite par rapport à tout ça, une fois qu'on a fait l'étude de mots-clés, c'était là le côté, pardon, c'était le côté que rédiger et où, pour répondre concrètement à la question. Donc là, ce qu'on a vu sur Teddy Bear, c'était qu'en fait, du coup, ils ont rédigé le contenu à côté de la page produit. C'est-à-dire vraiment, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, on oublie le blog. En fait, le blog, il va être là pour dire que Mélissa vient de rejoindre l'équipe, qu'ils ont fait une levée de fonds, que la Saint-Valentin, c'est trop cool. Mais le contenu froid lié, en fait, aux produits marchands, on le met on-site à côté des pages produits. Pareil, en fait, on va essayer de se profiter du maillage interne, c'est-à-dire du moteur de recherche interne. Quand on a un site comme Cdiscount, en fait, sa stratégie SEO, elle va être basée énormément quand on a des millions de visites par mois, comme La Redoute, comme tous les sites que j'ai cités tout à l'heure. Les gens, en fait, font des recherches là-dedans. Personne se galère, en fait, à aller dans le menu pour trouver le bon endroit. Et donc, en fait, en extrayant ce qu'il y a dans votre moteur de recherche interne, en fait, si vous mixez ça, après vous le mettez dans le Keyword Planner ou dans un outil quelconque pour avoir les volumes de recherche, vous allez savoir les pages qu'il faut créer. Donc ça, en fait, vous êtes à 2 clics de le savoir. C'est vraiment, si vous avez un moteur de recherche interne, faites-le. Et les moteurs de recherche un peu modernes, comme les Algolia et compagnie, vous fournissent cette info un peu toute mâchée. Donc il n'y a plus qu'à aller piocher dedans et créer les pages qui vont bien. Ensuite, sur le côté, comment combiner ma page catégorie, ma page guide d'achat. Là, je prends un exemple de Greenwiz, parce qu'en fait, tout ce que je dis ici sur la stratégie de contenu, ça dépend pas mal, bien sûr, de votre typologie d'achat. C'est-à-dire que si vous achetez une ampoule, en fait, une ampoule parce que votre ampoule vient de péter, en vrai, vous n'avez pas besoin de gros conseils. Vous voulez juste acheter, il faut aller to the point. Par contre, en fait, je suis une jeune maman stressée, je viens d'avoir un bébé de 6 mois, je cherche à lui acheter du lait infantile. Là, en fait, j'ai besoin de savoir qui va être bio, qui va être fait sans éléments, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, j'ai besoin de réassurance sur le guide d'achat qui vient renforcer la pertinence en fait, de ma page sur les laits infantiles. Donc, il faut vraiment se dire, en fait, ça va dépendre de votre typologie de produit. Comme tout à l'heure, on parlait de la piscine sur Mano Mano. Avant d'acheter une piscine, je me renseigne. Et donc, en fait, autant qu'ils se renseignent chez moi plutôt que chez les autres. Alors, sur le côté comment mesurer l'impact, en fait, alors évidemment, vous connaissez tous Analytics et vous pouvez regarder en fait en fonction des différents canaux et donc le côté taux de rebond, conversion, etc. Il y a évidemment la Search Console qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que la Search Console, allez-y et encore allez-y, parce qu'en fait, en gros, dedans, ça contient tous les mots-clés sur lesquels en fait Google vous a positionné. Donc là, vous allez pouvoir jouer, exporter ça sur une Google Sheet ou exporter ça en Excel ou si vous êtes technique en API pour en fait avoir vraiment concrètement quel est mon trafic marque, quel est mon trafic hors marque, quelles sont les catégories sur lesquelles on me recherche le plus pour regarder, voilà, en fait, je passe à côté d'opportunités énormes. Un truc tout bête, là, vous sortez d'ici, vous regardez votre Search Console, vous regardez tous les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné entre 8 et 20 et vous triez par nombre d'impressions décroissantes. Donc c'est le nombre de fois en fait, où Google vous a positionné, mais globalement vous êtes en fin de première page ou en deuxième, vous avez probablement eu très peu de clics, mais Google vous trouve déjà pertinent, donc hop, il n'y a plus qu'à faire le petit extra mile, et là on change un peu les méta, on change un peu peut-être le contenu, et Zoo ça peut permettre de faire juste l'extra mile et qui va vous permettre de ranker. Après, évidemment, ça c'est le petit aspect pub, c'est que nous, ce qu'on pense en fait, c'est que le contenu, en fait, si vous êtes e-commerçant, en vrai, ce que vous voulez avant tout, c'est pas être troisième dans Google, c'est générer plus de chiffre d'affaires. Donc en fait, on va mesurer la conversion. Ça, c'est le truc idéal. Si vous avez le commerce électronique activé, évidemment, dans Analytics, ou sinon, si vous avez des objectifs de conversion, vous filtrez sur les conversions, vous filtrez sur le canal SEO.
et vous regardez concrètement derrière quelles sont les pages et quels sont les mots-clés en fait, qui apportent du business. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à être un peu dans une optique, je compare le SEO versus le SIA. Et là, on peut commencer à faire un peu des choses intéressantes, c'est-à-dire se dire, attends, sur telle thématique, je rank vachement mal en SIA alors que ça rank hyper bien en SEO. Et donc, en fait, potentiellement, il faut que je peux baisser mes investissements. Vice-versa, je peux baisser mes investissements en marque, etc. Donc, ça nous paraît fondamental. Et après, d'un point de vue plus classique, évidemment, sur le jeu de mots-clés que vous travaillez, un outil de suivi de positionnement va vous aider pour mesurer un peu l'impact des actions qui sont faites. C'est-à-dire qu'ici, on va voir que c'est l'impact des positions en top 100, top 30, top 10, voire top 3, pour sentir un petit peu, si vous voulez, avant que ça vous apporte du chiffre d'affaires et encore du trafic, bah, l'étape, c'est d'abord de ranker et donc du coup de voir, ok, sur les mots-clés que j'ai travaillés, est-ce que je commence ou pas à être en top 30, ce qui veut dire, ça y est, Google sait que je suis pertinent. En top 10, ah, il trouve qu'en fait, je fais partie du game. Et après, zut, il me manque le dernier effort pour être top 3. C'est-à-dire que notre cause, ça serait vraiment de se dire, en fait, je vais créer les pages qui correspondent à tout ça. Avant de faire des efforts de netlinking, je regarde un peu comment ça évolue et ensuite, je me rends compte si, ah zut, là, j'étais vraiment canon côté contenu, canon côté maillage interne. Ok, c'est bon, là, j'ai besoin d'un petit plus et je vais aller peut-être à la pêche au lien. Mais peut-être sur des requêtes, comme vous voyez tout à l'heure, moyenne ou longue traîne, ça se trouve, vous n'aurez même pas besoin. Donc je dirais, dans votre stratégie SEO, commencez par l'étude de mots-clés. Le SEO, c'est quand même qu'est-ce que tapent les gens dans Google. Et en fait, ça va vous permettre ensuite d'arbitrer vos efforts, de prioriser. Il y a peut-être tout un tas de pans de votre site qui ne sont pas optimisés. Du coup, commencez par ça et par du contenu hyper simple. Les balises méta, le H1, le petit contenu en dessous du H1. Et en fait, en vrai, souvent, on est déjà pas mal une fois qu'on a fait ça. Voilà, là, c'est un use case sur Teddybert. Et donc voilà, l'idée, pour conclure, si vous voulez, c'est que ce qu'on voit souvent en fait quand on fait des audits ou quand on parle à des clients, c'est qu'en gros, ils nous parlent de leur offre et toujours leur offre. Et le SEO, c'est la demande et encore la demande. Donc en fait, c'est le but de l'arborescence, c'est de se dire, ok, quand vous faites votre navigation, il n'y a pas la place pour le, comme on voyait, le escarpin rose ou robe rose longue, ça ne marche pas. Par contre, en fait, si on se rend compte que c'est ce que les gens cherchent, il faut que la page existe, sinon vous n'avez aucune chance d'exister. Ensuite, l'étude de mots-clés, du coup, on la thématise. Si vous avez 10 000 références, l'étude de mots-clés, elle peut vous prendre un an. Je parlais au Respo SEO justement d'Evaneos, il a mis 6 mois à faire son étude de mots-clés. Parce que selon les pays, les gens recherchent par exemple le Monténégro, ils vont choisir l'été en fonction de la météo, la Croatie en fonction plutôt le côté boîte de nuit, alors que la Norvège, ils vont le choisir pour le côté séjour en amoureux. Donc en fait, tout est tout le temps compliqué et une niche à part entière. Donc choisissez la thématique que vous voulez vraiment travailler et faites l'effort de faire la recherche de mots-clés dessus. Ensuite, on fait les bases de l'optimisation on-page, qui souvent n'est pas le cas. On optimise le faceting et le moteur de recherche interne. Et ensuite, seulement, on commence à produire du contenu guide, comme on le voyait, et peut-être qu'on ira plus loin avec du netlinking. Mais en gros, si vous faites ça, vous avez un site qui, du coup, est compliant avec ce que les gens cherchent dans Google. Donc, ça devrait déjà commencer à mieux se passer, enfin, si jamais ça ne se passe pas terrible aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous passe le micro. Peut-être juste un mini-mot pour dire qu'on fait une conférence sur le netlinking dans le 8e le 24 avril. Si jamais ça vous intéresse, le 24 avril au matin, station Miroménil. Au 55 rue de la Boétie, donc au village Baïséa.